tiens au nom du GFF et de la Fédération des services publics à vous remercier toutes et tous d'avoir bien voulu participer à notre initiative. Nul doute que cette initiative sera un moment important dans le cadre des activités communes à nos deux organisations, activités que nous entendons poursuivre et approfondir dans les semaines, les mois et même bien entendu les années qui viennent. Nous tenons à remercier la Confédération représentée par Pascal Joly, membre du bureau confédéral, qui est assis à ma droite, mais ça n'a absolument aucune signification particulière, je précise. Nous remercions les fédérations représentées parmi nous, l'Union régionale Île-de-France, les unions départementales qui ont répondu à notre invitation, et nous remercions tout particulièrement l'Union départementale de Seine-Saint-Denis et son secrétaire général Hervé Rostand, qui est également présent parmi nous, pour son aide précieuse qui nous a permis la tenue de cette initiative. Enfin, nous sommes particulièrement honorés de la présence d'Anicet Le Pors, ancien ministre de la fonction publique, de Jérôme Glaise, de Willy Pelletier, Jean-Jacques Paris, Gérard Aschieri, Aubry Mériot, Gilles Garnier, Grégoris Gérostiafas. 2 semaines d'entraînement qui ont accepté d'intervenir lors des différentes tables rondes d'aujourd'hui et de demain. Tables rondes qui seront donc animées par Jean-François Jousselin qui vient de prendre la parole, de la NVO, que nous remercions à son tour. Chers camarades, il y a quelques jours, s'exprimant au sujet de la loi Macron, Manuel Valls affirmait, je le cite, « Nous voulons réformer, agir vite, au service des Français et de l'intérêt général, rien ne nous fera reculer ». Cette politique à marche forcée est aussi celle mise en œuvre dans la fonction publique. Après la révision générale des politiques publiques, la réforme de l'administration territoriale de l'État, la réforme territoriale initiée sous le précédent quinquennat, nous sommes aujourd'hui confrontés au processus dit de modernisation de l'action publique, la MAP, qui se décline en une nouvelle réforme territoriale qui prolonge la précédente et en une nouvelle séquence de la réforme de l'État par le biais de la revue des missions. Le projet de loi NOTRe, qui est actuellement en débat au Parlement, vise à conclure une révision totale de la notion de service public et s'inscrit pleinement dans le nouveau choix de société porté par le gouvernement. Cette modernisation de l'action publique, couplée à la mise en œuvre de l'austérité budgétaire, a pour effet de mettre à mal les politiques publiques, les services publics, l'emploi public, mais aussi les conditions de vie au et hors travail des personnels. Des personnels qui sont confrontés à une crise du travail dès lors que leurs missions sont attaquées, leurs rémunérations gelées, leur statut général et particulier, leurs droits et garanties collectives mis en cause. Nous sommes donc confrontés à des défis importants. De par son rôle historique, de par sa place actuelle, la CGT est attendue par les salariés, les retraités, les privés d'emploi, mais aussi les citoyens usagers des services publics, quant à sa capacité à proposer une démarche articulant critique des réformes initiées, élaboration de propositions et de revendications alternatives. Notre démarche est aussi une des conditions pour créer les conditions de processus de mobilisation des salariés et des citoyens pour défendre, pour réhabiliter, reconquérir, mais aussi réinventer les politiques publiques et les services publics du XXIe siècle, sans lesquels il n'y aura pas de réponse sérieuse et efficace à la crise systémique. Nous avons la conviction que le succès passe par la lutte, par le rassemblement le plus large possible des forces disponibles pour agir, dans le respect du rôle et des prérogatives de chacun. Traiter des politiques publiques et des services publics pose aussi la question de l'avenir de la fonction publique, de ses 3 versants, de ses agents, avec quel statut, quels droits, quelles garanties collectives. Une fonction publique qu'il nous faut aussi démocratiser en réfléchissant quelques mois après nos élections professionnelles de décembre 2014 au rôle et à la place des organisations syndicales, des personnels, mais aussi des citoyens usagers. Sur ces questions, nous ne partons pas de rien. Même si c'est un exercice qui reste difficile, la CGT a élaboré toute une série d'analyses, de réflexions, de propositions. Convenons toutefois ensemble qu'il nous faut faire plus et mieux. Convenons même que nous sommes parfois confrontés à des difficultés conséquentes pour répondre aux défis du revendicatif sur un certain nombre de questions. C'est pourquoi la Fédération des services publics et l'Union générale des fédérations de fonctionnaires ont souhaité organiser cette initiative des 10 et 11 mars, une initiative qui doit nous permettre de disposer d'un temps appréciable pour notre réflexion collective, une réflexion qui se veut ouverte et que nous souhaitons confronter, nourrir et enrichir avec les intervenants qui ont fait l'amitié de répondre à notre invitation. Une réflexion utile pour notre démarche syndicale, l'élaboration de nos revendications, le développement et l'interprofessionnalisation des processus de lutte. Permettez-moi, pour conclure, de remercier les camarades de l'UGFF et de la Fédération des services publics qui ont organisé cette initiative, puisque sans eux, cette initiative n'aurait pas pu se tenir. Je vous souhaite de bons travaux. Bonjour à tous. Donc, réforme territoriale et réforme de l'État, quelles analyses partagées? Pourquoi est-ce que le groupe de travail qui a proposé ce colloque a intitulé cette table ronde de cette manière? Parce qu'il nous a semblé que
la réforme territoriale ne posait pas uniquement la question de l'organisation des collectivités territoriales, mais bien une réforme territoriale qui est aussi porteuse d'un changement de forme de l'État. Donc mon propos va être organisé autour de trois séquences. La réforme territoriale marque-t-elle la fin de l'État décentralisé? Ou bien sommes-nous face à un retour de l'État centralisateur? Ou bien encore, allons-nous vers une autre forme d'organisation de l'État, un État régional, un État régional en réponse à la vision européenne des territoires, une vision fédéraliste d'une union qui serait composée non plus de nations, mais de régions. Et d'ailleurs, si on regarde l'agenda territorial européen, il comprend plusieurs objectifs qui vont dans ce sens: renforcer les identités régionales, promouvoir le polycentrisme et l'innovation par la coopération des aires métropolitaines et des villes. Donc on est bien là dans la promotion de l'aire urbaine, et puis promouvoir les clusters régionaux pour la compétition, bien sûr tout ceci dans une vision libérale, vous l'aurez compris, bien loin de la vision d'un État social tel que nous pourrions la concevoir. Donc en France, l'organisation de la République est déconcentrée et depuis 1982 décentralisée. En 2003, la Constitution le législateur a inscrit dans la Constitution la reconnaissance de l'organisation décentralisée de la République. Donc la décentralisation, elle est jusqu'à ce jour basée sur le principe de libre administration des collectivités territoriales, une libre administration qui confère aux collectivités territoriales une autonomie. Donc d'abord, une autonomie qui a plusieurs acceptions. L'autonomie juridique d'abord, puisque les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public qui disposent d'un patrimoine, qui disposent de la capacité de produire des actes juridiques et d'ester en justice. Une autonomie organique, et c'est là une des définitions les plus importantes, puisque ce sont les collectivités qui déterminent librement par des conseils élus la manière dont elles gèrent le service public et les politiques publiques. Donc ce progrès-là est un progrès démocratique important, puisque le citoyen peut valider ou sanctionner par son vote le projet politique de proximité. Et puis l'autonomie fonctionnelle, les collectivités territoriales gèrent par leur délibération les affaires qui les concernent dans le cadre des compétences que la loi leur attribue, mais également en dehors des compétences attribuées par la loi. Et c'est la clause générale de compétences qui confère aux collectivités territoriales une véritable autonomie financière, une véritable autonomie fonctionnelle, en leur donnant le pouvoir d'agir sur toute question d'intérêt général pour répondre aux besoins collectifs des populations. Dans son organisation décentralisée, l'État reste unitaire puisqu'il garde le pouvoir de révoquer les compétences qu'il a confiées, transférées aux collectivités territoriales. Par ailleurs, les compétences qui sont transférées sont des compétences administratives. S'il y avait transfert de compétences législatives ou réglementaires, nous irions vers une autre forme d'organisation de l'État. Donc, première question, les réformes successives marquent-elles la fin de l'État décentralisé? Donc, quand je dis réformes successives, je pense à la réforme des collectivités territoriales de 2010, je pense à la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de janvier 2014, je pense à la loi fusion de régions de janvier 2015, et je pense à l'actuel projet de loi en discussion à l'Assemblée nationale portant une nouvelle organisation territoriale de la République. Il nous semble que ces lois remettent en cause les principes constitutionnels qui fondent l'organisation décentralisée de la République, en particulier les principes de proximité, d'autonomie fonctionnelle, d'autonomie financière et de péréquation, pour ne parler que de ces quatre. Donc, qu'en est-il du principe de proximité? Nous sommes face à des fusions, à des regroupements de collectivités territoriales
toute cette concentration de collectivités éloigne les citoyens, les administrations, la population des centres de décision. Cette centralisation du pouvoir politique et administratif est contraire au principe de proximité qui implique la recherche du niveau d'autorité politique le plus proche des citoyens pour répondre aux besoins économiques, sociaux, culturels, éducatifs, environnementaux, etc. Donc, il nous semble que ces lois portent atteinte à ce principe de proximité. Deuxième atteinte au principe d'autonomie financière, c'est-à-dire à la libre administration, qui est l'élément déterminant évidemment de l'autonomie des collectivités territoriales, ceci par le coup porté à la clause générale de compétence, puisque vous savez qu'il est question de supprimer cette clause qui aujourd'hui est au bénéfice également des départements et des régions. Par cette clause, je vous l'ai dit tout à l'heure, une collectivité peut intervenir en dehors des compétences que la loi lui a attribuées, dès lors que l'intérêt local le justifie. Elle offre donc la souplesse nécessaire à l'adaptation des services publics et de l'action publique aux impératifs de l'intérêt général. Et puis par ailleurs, cette clause, elle confère aussi aux collectivités territoriales une dimension politique, puisque cette clause, elle ne les réduit pas au rôle de simple gestionnaire, même si cette liberté est très encadrée par la loi, puisqu'elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par la loi et dans le respect et l'intégrité de l'autonomie et des attributions des autres collectivités. Néanmoins, lorsqu'on supprime cette clause générale de compétence pour les départements et les régions, on porte atteinte à un des principes fondamentaux de la décentralisation. Autonomie financière. La possibilité pour les assemblées délibérants démocratiquement élues de lever l'impôt et d'en fixer le taux est une des garanties majeures du respect de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Force est de constater que depuis 2010, les collectivités territoriales ne peuvent plus lever l'impôt économique suite à la suppression de la taxe professionnelle, et que cette taxe est remplacée par des dotations de l'État, ce qui rend donc les collectivités dépendantes du bon vouloir de l'État en termes de retour de dotation. Donc ça, c'est une première atteinte à leur capacité d'autonomie. Et puis, il y a également le fameux principe de péréquation, garant de l'égalité entre collectivités territoriales, garant de solidarité, garant de cohésion sociale. Eh bien, ce principe-là, il est, lui, également abandonné, puisque vous n'avez pas... il ne vous a pas échappé que le pacte de responsabilité entérinait la diminution des dotations de l'État aux collectivités locales de 11 milliards d'euros entre 2015 et 2017, et que cet abandon, et que ce pacte de responsabilité est un abandon du principe de péréquation et donc une remise en cause profonde du principe d'égalité républicaine et de l'organisation décentralisée de l'État. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous consacrons une table ronde spécifique sur cette question de l'austérité, puisque ce verrou austéritaire conditionne toute idée de progrès social et humain. Voilà, donc, quelques éléments à apporter au débat, disant que si on s'attaque aux principes qui fondent l'organisation décentralisée de la République, eh bien, on peut s'interroger sur la permanence de l'organisation décentralisée de l'État dans notre pays. Peut-on dès lors parler d'un retour à l'État décentralisé quand l'État s'acharne à se défausser sur les collectivités territoriales de nombreuses compétences, sans réflexion sur les conséquences des transferts en matière de cohésion sociale et sans assurer les transferts de ressources essentiels au maintien du principe d'égalité? Il nous semble que la centralisation supposerait un État fort en capacité d'assurer une présence déconcentrée en territoire, permettant d'offrir aux populations des services publics de proximité et une redistribution nécessaire à un développement équilibré des territoires.
Or, vous le savez, il n'en est rien. Avec la REAT, initiée dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la capacité d'intervention de l'État a été considérablement amoindrie. La Commission des finances du Sénat a mis l'accent sur la réduction des effectifs de l'administration territoriale de l'État. Selon ce rapport, entre 2009 et 2012, 2582 emplois équivalents temps plein ont été supprimés, 450 en 2013. Ces réductions d'emplois marquent le désengagement de l'État central de ses missions déconcentrées, et notamment les missions de contrôle de légalité, de contrôle financier, de contrôle et de répression des fraudes. Donc la réduction de l'État déconcentré ne semble pas être le signe d'une recentralisation, d'une volonté de recentralisation. Donc, cette réduction de l'État nous semble plutôt marquer la volonté de poursuivre de manière accélérée et renforcée le désengagement de l'État en territoire. Ainsi, si nous ne sommes plus dans un État décentralisé et si nous n'allons pas vers un retour à l'État centralisateur, vers quelle nouvelle forme d'organisation de l'État pourrait nous conduire la réforme territoriale. Donc, on peut s'interroger, comme je vous le disais en introduction, sur l'idée que nous allons vers un État régional, forme d'État intermédiaire entre État unitaire et État fédéral. La Charte européenne de l'autonomie locale et l'institution du Comité des régions par le traité de Maastricht en 1992 a contribué à valoriser les structures régionales et une forme d'État favorable aux autonomies locales. La réforme constitutionnelle de 2003 a cherché à répondre aux incitations européennes en instituant une forme d'État à mi-chemin entre État centralisé et État régionalisé par la consécration de l'existence juridique des régions et la reconnaissance de compétences élargies à ces collectivités territoriales, puisque depuis 2003, elles peuvent déroger à titre expérimental et pour une durée limitée aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Malgré tout, cette réforme qui prétendait amplifier l'autonomie administrative et financière des collectivités territoriales n'a finalement été qu'un moyen pour l'État de se désinvestir sur les collectivités locales de ses compétences sociales. Et nous sommes là dans une nouvelle étape avec le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Un nouveau pas vient d'être franchi vers l'État régional, en tout cas est en passe de l'être, puisque le projet de loi n'est pas encore définitivement adopté. Donc vous prendrez ceci avec prudence. Tout peut encore évoluer, mais il nous semble que le projet de loi, en mettant fin à la clause générale de compétence pour les régions et en affirmant clairement la reconnaissance du pouvoir réglementaire à la région dans le cadre de ses compétences, est un pas vers la formation de l'État régional. Donc, dans l'état actuel du projet de loi, en plus des compétences dévolues aux régions, notamment en matière de développement économique, de formation professionnelle et de transport ferroviaire, s'ajouteraient les transports non urbains routiers, les transports scolaires, la voirie, l'aménagement du territoire, la mobilité, la lutte contre le réchauffement climatique, la gestion des déchets, le tourisme et la possibilité d'intervention en matière de logement et d'habitat, de politique de la ville et de rénovation urbaine. Dans tous ces domaines, le projet de loi donne aux élus régionaux la capacité de produire des règles juridiques en phase avec les spécificités locales. Cette évolution réglementaire ouvre donc la voie à la loi à géométrie variable sur les territoires en fonction d'un intérêt local qui n'a plus rien à voir avec l'intérêt général. L'octroi d'un pouvoir réglementaire renforce l'autonomie des régions, avec le risque de générer une concurrence accrue entre les territoires, sans garde-fou étatique pour assurer la solidarité, la cohésion sociale et l'égalité entre les territoires et les citoyens. Le projet de loi va encore plus loin en précisant que par délibération concordante,
un ou plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des régions. Donc, il s'agit là d'élever, ni plus ni moins, les régions au rang de petits parlements locaux en capacité d'adapter la loi en fonction des spécificités locales ou de proposer des modifications ou des adaptations de la loi. Cette évolution est une évolution extrêmement importante, en particulier parce qu'elle pose aussi la question de l'intérêt de maintenir une assemblée sénatoriale censée faire des propositions de loi portant sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales. Plus largement, elle interroge sur le sens que l'on donne à la représentation nationale, le sens de la souveraineté populaire et le sens de l'expression de la volonté générale. Donc en conclusion, je dirais que la réforme territoriale est bien une réforme de l'organisation de l'État qui avance dans un déni total de démocratie vers la formation d'un État régional qui pourrait être une porte d'entrée à une organisation plus fédérale. La question qu'on peut se poser, c'est pour quelle efficacité démocratique et sociale. Et il nous semble évidemment qu'avant d'imposer une forme d'organisation, il y a nécessité de s'interroger et débattre collectivement sur le but de cette organisation, ses objectifs, ses moyens, quelle mission publique pour quelle société. C'est la question majeure qui devrait présider à toute réforme et qui fait aujourd'hui cruellement défaut. C'est donc le débat que nous vous proposons d'avoir aujourd'hui avec nos invités dans le cadre de cette première table ronde. Bien sûr, il nous semble important d'aller plus loin, puisque cette réforme, elle concerne aussi les fonctionnaires, les agents publics. La réforme de l'organisation de l'État a des conséquences sur la conception du service public et de la fonction publique, sur l'organisation et les conditions de travail des agents, quelle fonction publique pour assurer ses missions. Là, bien sûr, notre réflexion sur un statut unifié pourrait trouver matière à se préciser et s'intensifier. Et au-delà de l'aspect statutaire, une des conséquences de la réforme engagée, c'est une mobilité accrue pour les personnels, une mobilité forcée et récurrente liée aux fusions institutionnelles et réorganisations administratives, mobilité géographique, mais également mobilité en termes de mission, de fonction, de responsabilité et les risques associés à cette mobilité, insécurité professionnelle et sociale, suppression de postes, perte d'emploi, risques psychosociaux, dégradation du service public rendu à l'usager. Face à ce changement, comment gérer la mobilité? Comment anticiper les évolutions de missions, d'emploi et des compétences associées? Comment accompagner la mobilité et sécuriser les carrières et parcours professionnels? Comment garantir les droits acquis et en créer de nouveaux? Quelle réflexion sur la gestion des effectifs, des emplois et des compétences, au-delà du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux à la retraite, puisqu'aujourd'hui c'est la règle qui fait office de gestion des ressources humaines? Quelle responsabilité sociale des employeurs publics, notamment en matière de démocratie sociale, laissant une place sérieuse à la négociation? Nous aurons l'occasion au cours des 3 tables rondes de ce colloque d'approfondir ces questionnements par la richesse de nos débats. Et j'en ai terminé, je vous remercie de votre attention.